Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM le 106.9 et sur KTV. Les coupures d'eau, y en a qui commencent à en avoir un peu marre, il y en a une qui monte au créneau. Samuel, c'est la mère de Sada en Chiabamana. Anchia, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Première question, comment vous sentez-vous? Très fatigué parce que nous gérons une vraie crise. Les habitants des 8 communes du Sud souffrent. C'est pour ça que je demande à ce qu'on puisse trouver des solutions urgentes pour aider la population à pouvoir boire de l'eau potable. Parce qu'il y a des risques en matière de santé, ça faut le reconnaître. Faire couler de l'eau non potable au niveau des robinets de la population, ce n'est pas normal. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui, avant de polémiquer sur qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui doit être fait, il faut gérer l'urgence. Et pour moi, l'urgence, c'est de pouvoir donner de l'eau potable. Je suis bien consciente qu'on ne pourra pas donner de l'eau pour chaque personne de manière suffisante, mais tout au moins qu'il y a un geste de la part des autorités, du syndicat des eaux, de la préfecture, qui est une geste pour soulager le porte-monnaie de la population du Sud en leur achetant de l'eau potable. Alors justement, vous avez écrit au président du syndicat des eaux, du SIAM, Mohamed Bavi, en lui demandant de trouver des solutions urgemment. Vous avez parlé de discrimination sur la distribution de l'eau. Pourquoi simplement les 8 communes du Sud et pas l'ensemble de l'île? Avez-vous une réponse du président? Pour le moment, je n'ai pas eu de réponse. Je sais qu'il y travaille. Il ne dort pas, contrairement à ce que les représentants des associations environnementales disent. Les maires ne dorment pas. Le président du syndicat des eaux ne dort pas. Il cherche des solutions. Il ne travaille pas tout seul sur ce dossier. Il a des partenaires, vous les connaissez. Donc nous, pendant ce temps, je témoigne ici que la population du Sud souffre. Moi, on m'a posé la question de savoir pourquoi je parle au nom des 8 communes. Vous savez, j'ai de la famille à Bweni, j'ai de la famille à Kani, à Chirongi, à Bangele, de la famille directe qui viennent se plaindre auprès de moi. Donc je me sens légitime d'être leur porte-parole aussi. Et qui plus est, j'imagine que en tant que maire d'Ossada, vous avez aussi vos administrés qui viennent taper à votre porte tous les jours. À juste titre. Quand la population de Mangajou vient me dire que c'est pas normal qu'il n'y ait pas un point d'eau, ces fameuses rampes, aucune rampe n'a été placée au niveau du village. Ils doivent aller s'approvisionner au lycée. Je ne sais pas si vous voyez, même si géographiquement parlant, le lycée fait partie du territoire de Mangajou, mais ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas véhiculé, eh bien, vous n'avez pas de l'eau potable. Et vous avez d'autres points, d'autres rampes d'eau qui sont installées pour le Sada, mais qui ne sont pas dans le centre de Sada, qui sont éclatées. Alors pour le village de Sada, il y en a 2. Il y en a une à Komojou, je ne sais pas si vous voyez, en hauteur. Une fois que vous avez terminé le village au niveau du sud, il y en a une là, dans des endroits assez isolés. Et de l'autre côté, vers le collège, en hauteur de l'autre côté. Là encore, je ne sais pas si vous voyez le village de Sada, c'est un grand bassin. Et quand vous n'êtes pas véhiculé, je vous assure que vous n'irez pas à Komojou chercher de l'eau du centre de Sada. Ce qui veut dire que les gens, sans voiture, n'ont pas accès à l'eau potable. Ils attendent le jour où le tour arrive, c'est-à-dire 1 jour sur 3, pour accéder à de l'eau non potable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de laisser des gens dans des situations aussi. L'eau est une ressource vitale. Sans eau, on ne vit pas. C'est pour ça que je ne comprends pas. C'est comme si, je le répète encore parce que l'image est vraiment flagrante, vous avez 4 enfants, vous décidez de donner à manger à 2 et laisser tomber 2 autres. J'ai du mal à comprendre, éthiquement et déontologiquement parlant. C'est pour ça que vous avez demandé à ce que ces tours d'eau s'arrête pour les 8 communes ou alors qu'elle soit appliquée à l'ensemble de l'île? La contrainte, à mon sens, je sais les difficultés qu'il y a. À mon sens, quand il y a des urgences comme ça, pour éviter de prendre des décisions comme ça aussi partiales, c'est de répartir la contrainte au niveau de toute la population.
nord, sud, petite terre. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous vivrons toujours les mêmes problématiques chaque année parce que nous ne pouvons pas déclencher de nous-mêmes les pluies. Nous devons dès aujourd'hui effectivement travailler pour le long terme, réfléchir sur la façon dont on implante les infrastructures, qu'il y ait des interconnexions entre les bassins, le réseau soit bien réparti. Moi, je ne suis pas experte en la matière, mais en tout cas, il y a matière à réflexion sur la façon dont on aménage ce territoire, parce qu'il y a un réel problème. Mais justement, l'aménagement du territoire, on va l'aborder en tuant une rumeur. Une sale rumeur et une mauvaise rumeur. Ah, c'est le quotidien de Mayotte, ça. La 3e retenue collinaire n'est toujours pas construite, comme vous le savez, et que si elle existait, on ne serait peut-être pas dans cette situation aujourd'hui. C'est 53 hectares qu'il faut trouver dans le sud de l'île, dont 15 qui appartiennent à la famille Bamana, la vôtre, à vous. Et il est dit dans cette rumeur que si la retenue collinaire n'existe pas, c'est à cause de vous qui faites blocage. Alors, il faut toujours que quelqu'un soit bouc émissaire. C'est normal. Je rappelle qu'il y a une dizaine de familles, je crois. En tout cas, il n'y a pas que la famille Bamana concernée par ces affaires foncières. Alors là, on va répondre à la question clairement et il n'y a aucune gêne à avoir. Et les enfants de la famille Bamana n'ont rien à se reprocher sur ce dossier si les autorités ont très mal ficelé ce dossier dès le départ. Je suis désolée pour le président Bavi aujourd'hui qui doit gérer un bébé qui a été mal conçu dès le départ. Mais la règle du service public veut qu'il s'occupe du problème très rapidement. En effet, dès le départ, le feu Younoussa Bamana nous avait déjà parlé de ce dossier depuis 99-2000 en nous disant qu'il y a une retenue qui va se faire ici. Donc, on aura une partie de notre propriété qui rentrera dedans. Il avait même dit 5 hectares que je donne gratuitement à la collectivité de par mon amour à cette collectivité. Il nous avait même montré les frontières parce que j'ai un de mes frères qui avait planté des bananiers et tout le monde connaissait ce projet. Et en 2004, il décède. Nous, on attendait à ce qu'on vienne nous dire, quand les travaux allaient commencer, comment ça allait se passer. Il décède en 2004. 2007. Il part du Conseil général en 2004. Oui, c'est ça. Il décède en 2007. Silence radio. On ne nous a rien dit, on ne nous a pas écrit. Et puis un beau jour... On parle de 5 hectares. Hein. On était sur la base de 5 hectares à ce moment-là. On était sur la base de 5 hectares à ce moment-là. Un beau jour, un de mes frères qui travaille au Conseil général, quelqu'un lui dit, un de ses collègues lui dit, est-ce que tu sais que la retenue va être étendue, le périmètre qui était décidé initialement ne suffit pas au regard de l'évolution de la démographie et tout. Ah bon, donc on va prendre 10 hectares en plus dans votre propriété. Ah bon? C'est comme ça que la famille Bamana a appris que le Conseil général allait prendre 10 hectares en plus des 5 hectares de la propriété Bamana, d'où les fameux 15 hectares. C'est normal qu'on soit choqué. Pour nous, ça a été un vol. Et ce n'était pas que nous. Il y a d'autres familles, pareil. Le minimum, c'était de prévenir. Personne ne nous a dit qu'on allait prendre 10 hectares en plus de la propriété. Bamana était décédé, pouf, il n'a pas d'enfant. Alors c'était, chacun rentre dans sa propriété, fait comme il voulait. Pas normal. Ce n'est pas normal. Personne n'est contre cette propriété. Feu Younoussa Bamana a appris à ses enfants. S'il y a une chose que j'ai appris de lui, c'est l'intérêt général et le respect de l'intérêt général. Donc nous sommes parfaitement d'accord pour céder aujourd'hui ces 15 hectares au conseil départemental. Là n'est pas la question. On demande tout simplement à ce qu'on nous donne une propriété, un terrain ailleurs, en compensation, plus des conditions qu'on a émises au niveau de la propriété, notamment protéger la maison. Vous savez qu'on allait détruire la maison? Même la maison allait rentrer dans le bassin d'eau. Non. Pour votre information. Oui. Alors on a dû remonter au créneau au niveau des syndicats des eaux pour dire on a un minimum de conditions, respecter le périmètre, respecter cette maison où il a passé sa retraite dedans, les 3 années de sa retraite. Voilà l'histoire. C'est incroyable. Le bébé a été mal ficelé. Aucun respect des familles qui disposent de ces parcelles. À l'époque, aujourd'hui, les familles se rebellent pour défendre un peu leurs droits. Mais personne n'est contre cette retenue. Ce que vous voulez, vous, c'est qu'on vous compense les 10 hectares supplémentaires.
Voilà, On vous donne en un terrain échange, ailleurs. tout à fait. Et on vous a proposé quelque chose ou pas? On nous a proposé un terrain à Kwale qui ne correspondait pas du tout à nos souhaits, parce que c'est un terrain qui a beaucoup de contraintes, beaucoup de problèmes. On a voulu le débarrasser en nous le donnant, mais on a refusé. Donc là, actuellement, on demande à ce qu'on nous donne un terrain qui n'a pas de problème, parce que nous, on ne veut pas gérer de problème. Quand vous dites problème, c'est notamment des occupations illégales avec des clandestins qui sont dessus. Par exemple. On vous offre un village. Par exemple, voilà. Ce Ouais. qu'on demande aujourd'hui, est-ce qu'on nous donne un terrain qui puisse... mais personne de ma famille, mes frères et sœurs, n'est contre le projet. Au contraire. Alors, on va changer de sujet parce que la Il nous reste 2 minutes. la réponse est bonne. Vous avez été aussi accusé, en écrivant au président Bavy, alors que vous pensiez à votre population et à la population du Sud en général, de faire un coup politique. Est-ce qu'il y avait un coup politique derrière? Oh, ici, tout est politique. De toute façon, tant que vous passez votre temps... La politique, c'est quoi? C'est défendre l'intérêt de la cité. C'est ça, la politique. Donc, je suis élu dans la commune de Sada. Je fais de la politique pour défendre les intérêts de la population de la commune de Sada. Alors, chacun peut interpréter comme il veut, mais j'estime que la cause que je défends aujourd'hui pour les habitants du Sud, elle est justifiée et normale. Quelle est votre attente aujourd'hui? Si vous vous adressez au préfet, vous adressez à Bavy, vous vous adressez à toutes les autorités qui gèrent ce dossier de l'eau, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Qu'ils réagissent, que nous réagissons tous, parce que la population souffre. Ici, les habitants ont tendance, les élus aussi, ont tendance à acquiescer, à être d'accord sur tout. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est le poids de notre histoire, mais c'est un réel problème. Même si on souffre, vous savez, je suis une professionnelle de la santé. Je suis une ancienne infirmière. J'étais à l'hôpital de Mamoudzou, maintenant le CHM. Et je peux vous dire que quand les Mahorais sont hospitalisés, de manière générale, et quand ils souffrent comme pas possible, et que vous leur demandez « Ça va, madame ?» Quelqu'un d'hospitalisé, il va vous dire « Oui, tout va bien », avec le visage qui vous dit que la personne est en train de souffrir. Juste pour vous dire que même quand on souffre, on se tait. Oui. Juste, excusez-moi Samuel, si il disait qu'est-ce que vous attendez, si il trouvait une solution pour qu'on livre aux administrés de l'eau potable, ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça serait déjà au moins suffisant? Non, mais il y a deux choses. Vous parlez de la population, puis il y a la problématique des écoles aussi. Oui. Donc, oui. Et les entreprises Oui. En tout cas, pour la population, je pense qu'un geste est nécessaire pour soulager le porte-monnaie des familles qui arrivent à s'acheter de l'eau, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à s'acheter de l'eau. Donc, pour soulager les familles, ça leur donnera un peu de patience d'ici février. Moi, j'ai fait le calcul pour les élèves dans les écoles. Dans les écoles, il y a deux choses. Il y a la boisson, donc les bouteilles d'eau pour que les enfants puissent aller à l'école. J'ai fait le calcul chez moi. Il me faut, avec 2200 élèves, il me faut 9 000 € par semaine. Ah oui, quand même. Ah oui. 9 000 € par semaine pour la bouteille d'eau. Mais il y a la deuxième chose, c'est que l'eau doit couler des robinets pour pouvoir tirer la chasse. Ouais. On ne peut pas dire aux enfants d'aller à l'école tant qu'il n'y a pas d'eau pour l'hygiène et la sécurité. Déjà dans une famille, 2 jours sans eau, on a du mal au niveau des toilettes. Allez voir ce que c'est. Ouais. Alors déjà, Sans parler des personnes qui reçoivent des soins à domicile. C'est un vrai calvaire. C'est un calvaire. Donc on ne peut pas ouvrir des écoles tant qu'il n'y a pas d'eau pour nettoyer les toilettes, permettre aux enfants d'être scolarisés dans des conditions d'hygiène et de sécurité. On ne fait que respecter la réglementation en matière des conditions de travail, respect de l'hygiène et de la sécurité des personnes. Merci beaucoup, Anchia Bamana, d'être venu vous exprimer. Une situation particulière, d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est compliqué du côté des communes du Sud avec ces mesures de restriction d'eau. C'est tout pour ce temps de parole.